Septembre 1862. 26 000 soldats français débarquent à Veracruz, sur la côte est du Mexique. Leur objectif ? Rejoindre le corps expéditionnaire pour assiéger la ville de Puebla, sur la route de Mexico. Napoléon III, empereur du Second Empire, voit dans cette opération lointaine un moyen de renforcer son prestige et de créer une monarchie catholique et alliée en Amérique pour contrer l'influence grandissante des États-Unis. Une expédition aujourd'hui largement oubliée, mais qui aurait pu bouleverser l'histoire de l'Amérique, de l'Europe et du monde. Et dans cette vidéo, on va justement imaginer ce qui aurait pu se passer si le Mexique était devenu français. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va se demander à quoi aurait ressemblé un véritable tacos français, car on va refaire l'histoire pour faire gagner à la France la campagne du Mexique. Alors pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, vous êtes au courant que je devais faire ce sujet dans mon nouveau format court, mais devant l'accueil mitigé qu'a reçu la première vidéo, et devant les conséquences cataclysmiquement abyssales que cette uchronie aurait eu sur le monde, j'ai finalement changé d'avis et décidé de traiter la France au Mexique dans un format long, un peu plus adapté au scénario. Oui, la chaîne Alteris, c'est avant tout de la fiabilité et de la consistance, c'est pas du tout un type en slip dans sa chambre qui se disperse un peu trop dans son travail et qui veut tenter 36 000 formats différents, allant d'horribles scénarios d'apocalypse à une vidéo au montage claqué ou un philosophe chie par terre. Mais bon, pour cette vidéo, je vais me concentrer sur ce que je fais de mieux, c'est-à-dire un scénario d'histoire alternative sur un événement méconnu, l'expédition française au Mexique. Comment, dans quel monde est-ce qu'un corps expéditionnaire composé d'environ 50 000 soldats, français, autrichiens, belges, polonais et même soudanais, se sont retrouvés à parcourir la pampa mexicaine tout en faisant face à une guérilla particulièrement féroce? Tout commence en France avec l'arrivée au pouvoir en 1848 de Napoléon III. Le neveu du célèbre Bonaparte devient président de la République, puis établit le Second Empire et se proclame empereur des Français. Rompant l'isolement diplomatique du pays, Napoléon III entame de nombreuses réformes économiques et culturelles, intervient en Italie, en Crimée et agrandit l'empire colonial. La France revient au centre du jeu diplomatique après plusieurs décennies de mise à l'écart, tandis que la politique intérieure de l'empereur, tout d'abord autoritaire, se libéralise à partir de 1860. Les premières difficultés apparaissent à ce moment-là. En effet, Napoléon III perd l'appui des conservateurs, hostiles à cette libéralisation, mais aussi de l'Église catholique. L'empereur est de plus en plus isolé, et sa marge de manœuvre de plus en plus faible. C'est là qu'arrive ce que Eugène Rouet décrira comme la plus grande pensée du règne. En 1861, le Mexique est en proie à une grande instabilité. Le pays sort d'une guerre civile et s'est fortement endetté auprès de différents pays européens, dont la France. Une intervention franco-hispano-britannique est donc prévue afin de forcer le Mexique à rembourser. Mais sous l'influence de conservateurs mexicains réfugiés en Europe, une autre idée se dessine. La voici, la plus grande pensée du règne, envoyer un corps expéditionnaire au Mexique pour y établir une monarchie catholique et conservatrice, sur le modèle du Second Empire. Un régime sous influence française, qui une fois l'ordre rétabli, pourrait se développer et contrebalancer l'influence des États-Unis protestants. En fait, l'idée n'est pas si folle que ça. Le gouvernement mexicain de Benito Juárez est faible et endetté. Les États-Unis, qui déjà à l'époque se voyaient comme le gendarme des Amériques, sont en pleine guerre civile. Napoléon III pourrait tirer de grands bénéfices de cette intervention, l'établissement d'un régime ami aux Amériques et le soutien renouvelé de la papauté, des catholiques et des conservateurs. Un candidat est donc trouvé, Maximilien d'Autriche, de la maison des Habsbourg, qui après de nombreuses hésitations finit par se laisser convaincre de devenir empereur du Mexique. Fin 1861, la première partie du corps expéditionnaire français débarque dans le port de Veracruz. Parmi eux, 4000 hommes de la Légion belge, envoyés par le roi Léopold Ier, dont la fille Charlotte doit devenir impératrice. Après une défaite du corps expéditionnaire à Puebla, des renforts sont envoyés, et enfin la capitale Mexico tombe. En juillet 1863, Maximilien d'Autriche est proclamé empereur du Mexique, sous le nom de Maximilien Ier. Le nouveau dirigeant doit faire face à une guérilla féroce, menée par l'ancien président Benito Juárez, une guérilla qui handicape la mise en place de son régime et inflige de lourdes pertes aux Français. D'un autre côté, les réformes, jugées trop libérales de l'empereur, lui attirent l'hostilité des conservateurs sans lui rallier les libéraux. Mais surtout, Benito Juárez, le président reconnu du Mexique à l'international, est toujours dans la nature. Maximilien peine donc à se trouver une légitimité. Et sur le terrain, Juárez mène une résistance éprouvante pour les envahisseurs. En avril 1865, la guerre de sécession prend fin. Les États-Unis sont à nouveau unis et, fidèles à la doctrine Monroe, à leur rôle de gendarme, ils engagent des pressions sur la France pour qu'elle se retire du Mexique, allant même jusqu'à masser des troupes à la frontière et à envoyer des armes aux guérilleros. Le président Lincoln n'aurait-il envahi le Mexique si les Français n'étaient pas partis? C'est loin d'être sûr, vu l'état du pays après la guerre civile. Néanmoins, Napoléon III ne peut plus se permettre de gaspiller ses forces de l'autre côté de l'Atlantique. En Europe, les tensions avec la Prusse de Bismarck augmentent, et les troupes impériales finissent par rembarquer, en laissant sur place plus de 8000 morts et de grandes quantités de matériel. Privé du soutien français,
l'empereur Maximilien Ier pense pouvoir se maintenir, mais l'histoire lui donnera tort, et il termine exécuté en juin 1867, alors que Benito Juárez rétablit la République. Cette expédition ruine le prestige de Napoléon III. Les libéraux crient à l'aventure coloniale foireuse, les conservateurs lui reprochent de ne pas avoir défendu Maximilien, l'Église lui tourne le dos et Bismarck, lui, se frotte les mains. Résultat, un empereur affaibli, isolé, malade, incapable de réformer l'armée. La suite, Sedan, 1870, l'effondrement du Second Empire, alors que la fin de la monarchie mexicaine consacre également la toute-puissance des États-Unis, qui imposent leur vision en Amérique latine. Ainsi, cette aventure catastrophique aura eu de grandes conséquences. Et il est donc logique de se demander ce qui aurait pu se passer si cette expédition avait été un succès. Quelles auraient été les conséquences sur l'histoire d'une monarchie mexicaine qui se maintient avec le soutien de la France ? On va voir ça tout de suite dans le scénario qui suit. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas finir comme Maximilien Ier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui, c'est une menace, et non, je suis incapable de la mettre à exécution. Mais bref, abonnez-vous aux conséquences. Et sur ce, place à l'Uchronie. 5 mai 1862. La ville de Puebla, au sud de Mexico, est le théâtre de la bataille la plus importante de l'histoire du Mexique. Dans notre réalité, c'est une victoire mexicaine qui rallume le patriotisme de la nation, qui est aujourd'hui célébrée chaque année lors de la fête du Cinco de Mayo. Mais nous sommes dans une réalité alternative. Et ici, ce sont les Français qui remportent la journée. Le général du corps expéditionnaire effectue ici une reconnaissance solide et décide d'attendre les renforts avant d'attaquer. Deux décisions qui changeront totalement l'issue de la bataille, mais aussi le destin du monde. La défaite sonne le glas de la résistance. La route de la capitale est ouverte, et lorsque les renforts impériaux débarquent à Veracruz, les Français se dirigent tout droit vers Mexico. Démoralisés, les forces de Benito Juárez sont mises en déroute, et le gouvernement mexicain ne parvient pas à s'échapper à temps. Privé du leadership fort et efficace de Benito Juárez, l'armée mexicaine ne parvient pas à organiser de contre-attaque, et les soldats se dispersent. Même si localement des chefs civils et militaires continuent de combattre, la guerre est terminée. L'expédition française au Mexique est un succès retentissant. Le prestige de Napoléon III et de l'armée française en sortent renforcés. Le camp conservateur et catholique, ainsi que le pape, considèrent maintenant l'empereur comme leur champion et lui apportent le soutien politique qui lui manquait. Le Second Empire retrouve une certaine crédibilité et n'est désormais plus perçu comme un régime en déclin. Maximilien Ier et Charlotte de Belgique sont couronnés empereurs et impératrices en mai 1863, suite à un plébiscite populaire validé par une assemblée docile. Se voulant libéral et modernisateur, le nouvel empereur s'attache immédiatement à gagner la sympathie du peuple, qui en majorité considère l'intervention française comme illégitime, et le nouvel empereur comme un parvenu. Alors que les troupes françaises prennent petit à petit le contrôle du territoire, la première mesure de Maximilien est d'emprisonner l'ancien président à Veracruz, sous bonne garde. Il décide de ne pas l'exécuter pour ne pas en faire un martyr. Afin de désarmer les derniers foyers de résistance, il déclare une amnistie générale des républicains modérés. Il annonce une consultation nationale et promulgue un suffrage censitaire, réservé aux élites. Le but ? Donner un semblant de représentation au peuple tout en conservant un régime autoritaire. La position de l'empereur du Mexique est ici bien plus forte que dans la réalité. Soutenu par le clergé et les grands propriétaires, le nouveau régime est également rejoint par des partisans modérés de Juárez, qui cherchent un compromis suite à la débâcle. Pourtant, même si une guérilla s'installe dans le nord, soutenue par les États-Unis, l'absence de Benito Juárez et la victoire rapide du corps expéditionnaire français compliquent le travail de l'opposition, qui peine à se rassembler derrière une figure charismatique. Ainsi, l'Empire du Mexique parvient à se stabiliser suffisamment, et en 1865, alors que la guerre de sécession se termine, Lincoln, le président américain, doit y réfléchir à 2 fois avant de faire pression sur le nouveau régime. Suivant la doctrine Monroe, les États-Unis devraient refuser toute ingérence européenne sur le continent, mais leur armée, bien qu'expérimentée, est exsangue. Dans ce scénario, l'empire de Maximilien Ier est plus fort, plus stable, et le peuple américain fatigué de la guerre. Benito Juárez, le président légitime, est enfermé à Veracruz, sans possibilité de contacter qui que ce soit. Lincoln va donc opter pour une stratégie plus prudente, imposant des sanctions diplomatiques et un blocus économique à son voisin, tout en soutenant les groupes rebelles. 2 ans passent, 2 années où Maximilien consolide son pouvoir alors que de l'autre côté de l'Atlantique, l'histoire connaît des soubresauts. En effet, en 1867, en Europe, la tension monte avec la Prusse, avec l'Italie. Ainsi, Napoléon III doit retirer son corps expéditionnaire du Mexique. Mais dans ce scénario, Maximilien Ier peut compter sur un régime beaucoup plus stable, plus fort, qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Un changement majeur dans l'histoire, conséquence de la victoire incontestée des Français au Mexique, qui auront réussi à y installer un régime ami, au nez et à la barbe, des autres grandes puissances.
Dans cette réalité alternative, le Second Empire français sort grandement renforcé du succès de l'expédition du Mexique. Pour la première fois depuis des années, les voix dissidentes se font rares. L'opinion publique est enchantée de ce succès retentissant, et Napoléon III retrouve une certaine légitimité, ainsi qu'une marge de manœuvre politique et diplomatique. Il peut ainsi relancer son grand projet, l'instauration d'un empire libéral, et dispose pour cela du soutien renouvelé de la population. Renforcement du parlementarisme, liberté de la presse et autorisation limitée du syndicalisme sont trois mesures majeures qu'il est capable de promulguer. Il entame également une grande réforme de l'armée, en tenant compte de l'expérience du corps expéditionnaire. La reconnaissance militaire ayant grandement participé au succès de la bataille décisive de Puebla, il ordonne la création d'un corps d'observation mobile, une unité spécialisée dans la reconnaissance militaire. Ce corps dispose d'outils modernes comme le télégraphe ou des systèmes de communication optique. Les faiblesses logistiques rencontrées par le corps expéditionnaire ont également été prises en compte et poussent l'empereur à entamer une nécessaire réforme de l'état-major, avec une structure de commandement unifiée. Le fusil chasse-peau modèle 1866, qui a fait ses preuves, est rapidement généralisé à toute l'armée française. Et enfin, un véritable système de mobilisation est créé, alors que la réserve militaire est étendue. Dans la réalité, ces réformes ont débuté bien trop tard, à cause de l'incapacité de l'empereur à les promulguer, et leur absence a mené en partie à la défaite contre la Prusse en 1870. Cette guerre de 1870, d'ailleurs, c'est l'affaire de la dépêche d'Ems qui la déclenche, un imbroglio diplomatique autour de la succession du trône d'Espagne, une provocation de Bismarck qui sera montée en épingle et qui poussera un Napoléon III en quête de légitimité à sauter à pieds joints dans le piège tendu. Une guerre qui sera catastrophique pour la France qui perd l'Alsace-Lorraine et qui sonne le glas du Second Empire. Ce conflit, à l'origine du revanchardisme, ayant mené à la Première ainsi qu'à la Seconde Guerre mondiale, ne se déroule pas ici en 1870. En effet, dans cette réalité alternative où la France sort vainqueur de l'expédition du Mexique, le Second Empire a retrouvé son prestige ainsi que son assise diplomatique. Bien conscient des faiblesses de son armée face à la Prusse, Napoléon III ne va pas ici répondre à la provocation de Bismarck. Il n'a pas besoin d'une guerre pour rétablir son autorité. Et l'opinion publique, encore ivre du succès mexicain, ne pousse pas au conflit. L'empereur temporise. Il envoie ses diplomates en Autriche, un empire humilié quelques années plus tôt par la Prusse, qui, grâce au prestige retrouvé de Napoléon III, accepte de conclure un pacte défensif. Il propose une candidature neutre au trône d'Espagne et adopte une approche de compromis. De plus, les États allemands du Sud, comme la Bavière, réfléchissent à deux fois avant de se ranger du côté de Bismarck, la victoire au Mexique ayant redonné une crédibilité à l'armée française. C'est donc avec un mélange de dissuasion et d'alliance que Napoléon III laisse retomber le soufflet. Il n'y aura pas de guerre. Mais Bismarck, qui souhaite unifier l'Allemagne autour de la Prusse, n'est pas du genre à abandonner si facilement. Début 1872, Napoléon III est affaibli. La maladie l'immobilise, mais son empire a survécu. Mieux, il est plus stable. Bismarck voit son projet d'unification bloqué par la diplomatie française, mais il n'en démord pas. Il veut absolument avoir sa guerre. En août de la même année, des escarmouches ont lieu en Alsace entre des douaniers français et des soldats prussiens. C'est la provocation de trop dans les deux pays, la presse s'enflamme, et avec elle l'opinion publique. Début septembre, la guerre est déclarée par la Prusse, et dans des conditions bien différentes que dans la réalité. Déjà, l'armée française a eu plusieurs années pour se moderniser. Napoléon III adopte une posture défensive, tandis que la mobilisation se fait plus facilement. La Prusse est ici l'agresseur, ce qui pousse plusieurs États allemands à se déclarer neutres. Durant les premiers mois du conflit, l'armée impériale tient en Alsace-Lorraine, malgré de grandes difficultés. Mais la guerre s'enlise. L'économie s'effondre des deux côtés du Rhin. Début 1873, l'Autriche mobilise dans le cadre de son alliance défensive avec la France. La Prusse, menacée de deux côtés, doit négocier. En décembre, les combats cessent, et les belligérants signent le traité de Munich. Dans cette réalité alternative, personne n'a vraiment gagné. L'Alsace-Lorraine est démilitarisée mais reste française. Et Bismarck ne réussit pas à unifier totalement l'Allemagne. Une confédération germanique est créée, non pas un empire. Et au sein de cette nouvelle entité, les États allemands du Sud restent quasi indépendants. En France, il n'y a pas de déroute. Il n'y a pas non plus de commune, et le Second Empire, bien qu'affaibli, survit à la guerre. Début 1874, Napoléon III, aux portes de la mort, passe le relais à son fils, Napoléon IV, qui monte sur le trône à l'âge de 17 ans, soutenu par un conseil de régence. De l'autre côté de l'Atlantique, la Légion des volontaires mexicains qui a combattu en France pendant la guerre fait son grand retour et défile devant Maximilien Ier. L'Empire du Mexique est toujours là, et son encombrant voisin américain a même fini par en reconnaître la légitimité, en échange d'une neutralité dans les affaires du continent et, bien entendu, de juteux accords commerciaux. Comme le battement d'aile d'un papillon, l'issue d'une expédition mineure d'une puissance européenne aux Amériques
aurait totalement changé l'histoire du monde. Après la guerre contre la Prusse, le Second Empire français aurait progressivement basculé dans une monarchie libérale et parlementaire, avec Napoléon IV à sa tête dans un rôle de plus en plus symbolique. L'Allemagne n'aurait été unifiée que partiellement, adoptant une forme beaucoup plus fédérale et sans l'Alsace-Lorraine. Les Français n'ont ici aucune raison d'être revanchards. L'Autriche-Hongrie, avec son prestige restauré suite à son intervention dans la guerre, aurait pu réformer et contenir les tensions dans les Balkans. Dans ce scénario, l'équilibre des puissances en Europe est bien plus grand, et les rivalités se déplacent sur le terrain colonial. La Première Guerre mondiale n'arrive jamais, l'Allemagne n'est pas humiliée, et même si des régimes autoritaires auraient pu émerger dans des endroits comme l'Italie, le nazisme n'a ici pas de raison d'exister. Le vieux continent reste un endroit qui n'a pas connu les grandes guerres industrielles, où les monarchies parlementaires sont majoritaires. Un continent plus stable, où les idéologies extrêmes et révolutionnaires comme le nazisme ou même le communisme n'ont pas pris autant de place que dans la réalité. En Amérique, l'Empire mexicain peine à trouver une stabilité et connaît une immigration européenne plus forte que dans la réalité. Suisse, belge, française ou allemande. L'influence de la France y est également beaucoup plus forte dans l'architecture, dans la culture, l'administration ou l'armée. Lorsque Maximilien Ier meurt en 1910, les États-Unis, qui n'ont jamais digéré l'intervention française, profitent du chaos de la succession pour favoriser le camp républicain, qui prend finalement le pouvoir. La République est de retour. Le Mexique est toujours divisé en plusieurs camps, mais en apportant une certaine stabilité, la parenthèse impériale aura permis au pays de se développer plus efficacement et de devenir une véritable puissance économique régionale, pouvant en partie contrer les ambitions impérialistes des États-Unis en Amérique latine. Je pense que j'ai bien fait de ne pas traiter ce sujet en seulement 5 minutes, mais celui-ci ne méritait pas non plus une vidéo trop longue. Je ne vais donc pas m'étendre sur les conséquences plus lointaines de cette uchronie, car cela aurait finalement beaucoup ressemblé à un autre scénario que j'ai pu traiter auparavant, notamment ma vidéo sur une victoire de la France lors de la guerre de 1870, qui pourrait limite faire office de suite à celle-ci. Je suis tout de même content de me rendre compte qu'une fois de plus, l'effet papillon est bien réel. Et si, au lieu de se prendre une claque à ses dents, Napoléon III avait profité du prestige mexicain pour calmer les choses et réformer l'armée. Résultat, pas de chute du Second Empire, pas d'unification allemande brutale, juste une guerre moche mais gérable en 1872. Il aura donc suffi de gagner une petite guerre au fin fond du Nouveau Monde pour éviter 2 boucheries mondiales, une révolution bolchevique et l'invention du mot Blitzkrieg. Un papillon bat des ailes à Puebla et 80 ans plus tard, il n'y a ni Hitler, ni Hiroshima, ni guerre froide, comme quoi l'histoire tient vraiment à peu de choses. Et si vous voulez vous-même continuer le scénario dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis la vidéo sur la guerre de 1870 dans les fiches et également en fin de vidéo.